Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Fabrice. On attend quelques minutes que les intervenants puissent se mettre en place avant de commencer donc notre petit webinaire sur l'utilisation de semelles connectées dans la pratique, à la fois la pratique d'un podologue et à la fois la pratique d'un kinésithérapeute, ma sœur kinésithérapeute. T'as réussi à l'avoir, Fabrice? Non, il ne répond pas, Jérôme. Donc, je pense que Dorine, elle nous entend. On va essayer de l'appeler aussi, mais moi, je pense qu'on a le même numéro. Parce que j'ai vu Dorine, elle était connectée. Ouais, mais Dorine, souvent, quand elle est connectée, c'est qu'elle fait du sport en parallèle. Ah non, c'est marqué, elle se prépare, Dorine. Donc Fabrice, je vais commencer un petit peu à parler, comme j'aime bien faire des monologues. Donc Fabrice va intervenir avec Jérôme Piquet. Jérôme Piquet, ma sœur kinésithérapeute. Dorine qui vient d'arriver. et donc Fabrice, il est podologue de formation, il est toujours en pratique de podologie. Et en parallèle de ça, il travaille aussi chez Digitsol, donc que les choses soient aussi honnêtes avec tout le monde. Donc Fabrice est podologue et travaille pour Digitsol. Donc c'est pour ça qu'il intervient en tant que podologue principalement aujourd'hui. Et nous avons Dorine qui est là en tant que représentante, qui est notre distributeur exclusif Elite Médicale sur le marché des masseurs kinésithérapeutes. Bonsoir Dorine. Bonsoir. Jérôme arrive. Oui. Jérôme arrive. Il finit son verre et il arrive, c'est ça? Exactement. On va être obligé vraiment de mettre en route les soirées vin et fromage. Hein, ça devient obligatoire, je suis d'accord. D'ailleurs, s'il y a des kinés qui veulent prêter leur cabinet, on peut organiser chez eux des soirées vin et fromage. Jérôme, en fait, il est là, je l'ai invité. Ah. Ça va, Dorine, le sport? Nickel, écoute. Je vais pouvoir faire Marseille en long et en large à travers la prochaine fois. Ouais, sous méchant avec nous. Là, c'était plus toi qui étais méchant que Dorine. Ou gentil avec toi, Romain. Merci, Dorine. De rien. Jérôme, bonsoir. Il y a Jérôme qui arrive à pouvoir changer de sujet, c'est bien. C'est ça. Bonsoir, Jérôme. C'est quoi le chien? Le chien, c'est le mien. C'est le mien. Ah, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, Jérôme. Attends, voilà, je remets mon environnement en cours, là. Ah, c'est une fenêtre de navigateur, c'est pas du plein écran. Ouais, exactement. Ouais. Ah, d'accord, ok. C'est bon, Jérôme? D'accord. Allez. Cela, il y a 350 personnes qui nous écoutent. Ah bah au moins ça. Bonsoir à tous, alors, s'ils nous écoutent. Donc, je vais présenter un petit peu tout le monde. Donc, on a l'honneur ce soir d'avoir Jérôme Piquet qui est avec nous. Jérôme Piquet qui va parler un petit peu. L'objectif de cette soirée, de ce webinaire, c'est de vraiment échanger dans la pratique qu'est-ce que les semelles connectées m'ont apporté en tant que masseur kinésithérapeute. Et Fabrice le fera de son côté de podologue, parce que comme je l'ai expliqué, il travaille chez Digitsol, mais il a toujours sa pratique de podologue. Et c'est juste pour montrer à quel point les semelles connectées peuvent apporter une valeur ajoutée dans une pratique quotidienne. Dorine donc, est notre distributeur et représentante de notre distributeur Elite Médicale chez les masseurs kinésithérapeutes. Et c'est pour ça qu'elle est aussi ici. Je n'ai pas vu Catherine, c'est pour ça que j'ai invité Dorine, et je me dis que ça va tout aussi bien. Et Jérôme, est-ce que tu veux te présenter avant qu'on commence à la fois ton parcours, à la fois aussi ton travail de masseur kinésithérapeute, la typologie de patient et aussi ton rôle de formateur? Alors, attends, je dois être mieux, vous me voyez mieux là? Je suis moins là, ça va mieux, parce qu'on a l'impression que là, tu étais aux toilettes. Donc là, ça va un peu mieux, il y a un peu plus de lumière. Alors, je suis dans mon très grand bureau. Voilà, de cabinet. Voilà, j'ai la caméra derrière. Voilà, je peux vous même les étendre la caméra hier. Et que suivant où j'ai le néon, voilà. Vous voyez, donc voilà. Mais bonsoir à tous, Jérôme Piquet, je suis kinésithérapeute du sport installé à Tours.
Donc j'ai une pratique exclusive de pathologie musculo-squelettique et de kiné du sport. J'ai été kiné j'ai toujours été kiné du sport, m'occupant de sportifs professionnels pendant 5 ans. Moi, je suis issu du basketball, donc pendant 5 ans. Depuis 25 ans à Tours, donc j'ai eu la chance de faire partie du staff du Tours Volleyball pendant 25 ans. Donc c'est un club qui est parti de la 2e division et qui a gagné 24 titres en presque 15 ans. Donc ça a été une aventure humaine extraordinaire. J'ai eu aussi le plaisir de faire partie des équipes de France d'escrime et de volley. Et voilà, donc l'exigence du sportif de haut niveau pour le service à mettre au service de mes patients, puisque j'ai toujours eu par contre mon cabinet et j'ai fait que des vacations avec toutes ces équipes-là parce que je voulais pas quitter mon cabinet. Mes patients doivent bénéficier de la même prise en charge que les sportifs de haut niveau que j'accompagne. C'est pour ça que d'où l'importance d'avoir de bons outils. D'accord. Merci Jérôme. Le volley, c'était en quelle année? De 96 à là, 2000. Équipe de France masculine? Oui, masculine, oui. Tu devais connaître Yann Sanchez, non? Ah non. Moi, j'ai intégré en 2020. Ah, d'accord, 2019. Ok. Non, attendez, il y a eu le confinement et tout. Alors, Non, mais tu m'as dit 1900 au début, j'ai cru que c'était. Ah non, j'ai commencé en 96, mais l'équipe de France, non, j'ai commencé en 2018 ou 2019. D'accord. Ouais. J'ai pas eu le plaisir d'aller à Tokyo, voilà. D'accord. Mais ils ont été champions olympiques quand même. C'était bien. Ouais, C'était bien. C'était bien. Fabrice, à ton tour, en tant que podologue, s'il te plaît. Oui. T'as choisi une belle photo, toi. Hein. Enfin, ouais, c'est ça. On essaye de se mettre en valeur, qu'est-ce que tu veux. C'est pas moi qui allais le faire. Hein? C'est pas moi qui allais te mettre en valeur, Fabrice. Non, ça je sais, je peux pas compter sur toi. Donc Fabrice Millet, je suis podologue, je suis diplômé depuis 2003. Je suis podologue du sport, je suis spécialisé dans la podologie du cyclisme et je suis salarié depuis un peu plus maintenant 2 ans chez Digitsol. Et donc je participe au développement de Digitsol et à la formation médicale. Donc, et puis je continue du coup à travailler aujourd'hui, beaucoup moins que je le faisais auparavant, mais je continue à travailler en cabinet et à utiliser la solution en cabinet. Voilà. Merci Fabrice. On commence, donc il y a une petite présentation, mais c'est vraiment plus des échanges entre Jérôme et Fabrice, principalement. Donc on l'a déjà évoqué, à la fois Jérôme de son côté, à la fois Fabrice, mais c'est sur quel type de patient vous avez aujourd'hui dans votre patientèle. Est-ce que c'est généraliste? Est-ce que c'est beaucoup plus ciblé sport? Si c'est sport, c'est combien? C'est 80%, 70%? Ou c'est des personnes âgées? Qu'est-ce que vous avez dans votre patientèle aujourd'hui? Alors moi, si je commence par moi, moi j'ai une patientèle résolument orientée vers le sport et la pratique sportive et surtout l'activité physique. C'est-à-dire que j'ai 80%, 90% pratiquement de sportifs et sportifs de haut niveau. Et les 10 à 20% que je peux avoir de patients qui peuvent être éventuellement des patients plus généralistes ou ce sont des gens qui viennent parce qu'ils sont déconditionnés et qui viennent pour faire de l'activité au cabinet. Et moi, j'ai peu ou pas de kinésithérapie passive au cabinet. Et moi, elle est orientée effectivement vers le mouvement, vers le sport et vers la recherche de performance. Et chacun a sa propre performance, que ce soit le sportif de haut niveau par rapport à effectivement sa performance individuelle ou en club, mais aussi les patients, en plus on vient de prendre 2 ans de Covid là, mais on s'aperçoit qu'il y a toute une population qui est complètement laissée en reste. C'est tous les gens qui ont été déconditionnés à un moment ou à un autre, que ce soit par la maladie, que ce soit par l'inactivité, que ce soit pour des raisons socio-professionnelles. Et il est important justement de pouvoir, et on va en parler, hein, c'est le but du topo de ce soir, mais c'est vraiment l'importance de commencer par un bilan, d'avoir un recueil de données qui va nous permettre de fixer des objectifs, de fixer des échéances et de voir la progression. C'est pour ça que l'important, c'est ça. D'accord. Et c'est une petite parenthèse par rapport, tu évoques que ta majorité de ta patientèle, c'est des sportifs et des sportifs de haut niveau.
quand tu dis sportifs, c'est des sportifs du dimanche un peu comme moi ou c'est des sportifs un peu plus... Alors, moi, c'est essentiellement des sportifs entraînés. Ouais, je suis entraîné, hein. Mais pas à faire du sport. Tout dépend combien d'entraînement, de la dose d'entraînement et la charge, justement. Mais non, c'est des... C'est des bons sportifs, que je veux dire. Voilà, ouais, mais pour moi, il n'y a pas de petits sportifs. Donc, déjà, à partir du moment où notre patient a justement une recherche d'entretien physique, de performance, c'est un sportif. Okay. C'est un sportif. Ok. Merci, Jérôme. Fabrice. Moi, ça va être un peu plus court. J'ai à peu près, on va dire, la moitié de mes patients, c'est des sportifs et aujourd'hui, c'est des coureurs à pied. Donc, pas mal une partie de course à pied. Et puis après, sur la moitié restante, ça se partage à peu près de manière équitable sur des enfants, sur de l'adulte général, et puis sur la fin, sur un peu de personnes âgées pour aider à la marche et stabiliser la marche et leur donner des conseils aussi à la marche. Voilà, et Fabrice, je vais te raconter ta vie, parce que j'ai l'impression que tu l'oublies au fur et à mesure qu'on se connaît. Tu travailles aussi de manière ponctuelle dans les EHPAD. Oui. Enfin, des bilans en EHPAD. Moi maintenant, mais j'en ai fait, oui. J'ai travaillé dans des EHPAD et puis aujourd'hui aussi, l'activité que j'essaye de développer, c'est une activité que les podologues font pas beaucoup, certains plus par passion, mais c'est effectivement une activité avec des clubs de sport pour essayer de, justement, avec la après, pour essayer de voir un petit peu leurs faiblesses et éviter que les sportifs se blessent au cours de la saison et maintiennent le meilleur niveau possible au fur et à mesure du temps. Ok. Merci à tous les deux. Tu mets le slide suivant. Donc là, on a vu votre patientèle. La question, c'est, avant de connaître les semelles connectées, c'est comment vous travaillez en temps normal, en tant que kiné ou en tant que podologue. Est-ce que tu veux commencer, Fabrice, cette fois-ci? Oui, je veux bien. Après par rapport aux formations qu'on a reçues, c'est vrai d'origine, en fait, on est amené à acheter une plateforme de pression, ce qu'on voit en haut à droite qui permet de mesurer les pressions plantaires. Après, de savoir l'utiliser, c'est une autre question. Donc, je l'ai pas mal utilisé en début d'exercice professionnel parce que ça fait un outil informatique et que c'est sympa de voir des pressions et que les patients aimaient bien et que ça permettait de partager un petit peu l'expérience avec les patients. À partir du moment où je me suis intéressé beaucoup plus au sport, après j'ai travaillé avec de la vidéo pour essayer d'analyser précisément le geste et la déformation. Et puis après, c'était essentiellement l'œil qui faisait le reste. Donc, je n'avais pas énormément d'outils à part caméra et plateforme de pression. D'accord. Jérôme? Alors moi, malgré mon grand âge, je suis un geek. Et ça fait très très longtemps que j'utilise... Enfin, moi, depuis le départ, ça a toujours été la possibilité d'utiliser du recueil d'informations, si possible, de manière électronique, informatique, que ce soit sur de la vidéo, que ce soit effectivement sur des capteurs, des dynamomètres, enfin tout ce qui pouvait mesurer, que ce soit des appuis, que ce soit des forces, que ce soit des postures, que ce soit des mouvements. C'est quelque chose qui me passionne depuis très très longtemps. En plus, moi, je suis convaincu de l'exercice pluripro et il y a quand même pas mal de mes outils que je suis allé chercher chez mes confrères podologues et donc de l'importance parce qu'en plus, avec le même outil, on ne regarde pas forcément les mêmes items et les mêmes valeurs et il est important justement de pouvoir collaborer et échanger à ce niveau-là. Donc effectivement, moi au cabinet, j'ai la chance de pouvoir utiliser l'isocinétisme comme sur la dia du milieu. J'ai pas de tapis, justement une de mes grandes Jérôme, attention, il y a Dorine qui est ici. Oui, non mais une de mes grandes demandes, c'est que j'avais pas de tapis roulant au cabinet. Parce que je suis pas forcément un adepte du tapis roulant. Et donc, mais par contre, effectivement, pour réaliser toutes les analyses de marche, de course, voilà, c'est quelque chose qui me manquait. Et puis après, effectivement, des plateformes et de force et de saut, on doit en avoir 3 ou 4 différentes, des capteurs d'amplitude, de mouvement, des dynamomètres de pression, de traction, ça on en a
à foison, quelque part, même il y en a un peu trop. Mais justement, l'idée, c'était ce qui était intéressant avec les semelles connectées, ça complète bien justement un gros manque au niveau de notre cabinet. Et c'était pour ça que c'était important justement d'avoir ce genre d'outil. C'est quoi le gros manque des semelles connectées? Le grand manque, justement, c'était de pouvoir avoir justement quelque chose de... Alors, surtout déjà quelque chose de simple à mettre en œuvre. Qui ne mettent pas 15 ans de réglage, 15 ans d'initialisation. Voilà. Et puis surtout, quelque chose qui, pour moi, ce qui est vraiment été important pour les semelles connectées en particulier, c'est que ce soit quelque chose qui soit le plus physiologique et le plus fonctionnel possible. C'est-à-dire que les semelles de chaussures, et pour moi encore un peu plus, mais ça, c'est les échanges avec les podos, c'est le fait justement on commence par se lever le matin, de poser les 2 pieds par terre et de mettre des chaussures. Donc l'idée c'était vraiment que c'était pour moi c'est une interface importante, le pied et la chaussure. Donc ça, et puis ça me permettait justement ou de faire des analyses de marche ou d'aller faire, et surtout d'aller faire des analyses de course, j'allais dire en pratique sportive normale. C'est-à-dire que là ce soir on a encore fait j'ai un copain médecin qui court et on a été gentiment faire ses analyses et de running et de fractionner. Donc il avait ramené ses 2 chaussures, ses 2 paires de chaussures et donc il a été faire, on peut regarder ces types de séances. Et c'est encore mieux effectivement parce que maintenant on peut avec le même outil aussi, mais ça on va en reparler plus tard, faire des analyses de saut et faire des analyses posturales. D'accord. Ce que je comprends dans tout ce que tu as dit jusqu'à présent, c'est que déjà tu es un geek. Et que par le côté geek, tu es toujours à la recherche de l'innovation. Et dès qu'il y a des nouvelles innovations, tu es aussi à la facilité à appréhender l'innovation et à aller chercher ce que ça peut t'apporter. C'est un des premiers points que je prends. Le deuxième point que je prends, c'est le côté physiologique des semelles connectées, dans le sens que par physiologique, je comprends que c'est comme c'est dans des semelles et c'est dans les chaussures, on n'a pas de capteurs qui sont accrochés à droite ou à gauche, on est dans une relation plus ou moins naturel et écologique, comme on l'appelle. Et aussi, par rapport à des plateformes de pression, on n'est pas obligé de courir sur un tapis de course. On va dehors, on court dehors, et c'est là où je comprends le mot physiologique. C'est ça, fonctionnel. Fonctionnel, exactement. Et donc ça, c'est des bons points. Comment tu as connu Digitsol? Aussi, pour que tout le monde soit au courant, enfin, je préfère que... C'est à cause de Dorine, elle m'a fait boire. Non, alors moi j'ai la chance de collaborer avec une société extraordinaire. Alors, voilà, avec des super mecs et des super nanas en particulier, donc Dorine et Catherine, qui effectivement, mais parce que effectivement, elles sont aussi très dynamiques sur l'élaboration et la recherche de nouveaux produits. Mais elles connaissent aussi l'exigence. Nous, on a la chance, en plus, dans les gens qui collaborent avec la société de Dorine et de Catherine. On est une équipe de kinés, donc bien sûr, ils ont leurs clients, mais on est surtout une équipe de kinés qu'on peut dire assez exigeant. Parce que, justement, de par notre cursus et notre formation et la patientèle qu'on prend en charge, effectivement, nous, les gadgets, ça ne nous intéresse pas. Et donc, il nous faut des trucs qui percutent, qui soient étalonnés, qui soient reproductibles, qui soient fugables. Et on n'a pas de temps à perdre avec le dernier des gadgets. Et donc, ça va dans le sens justement du conseil qu'on peut avoir effectivement avec Dorine et Catherine. Et puis maintenant avec vous, hein, parce que effectivement c'est un travail de collaboration. Mais c'est... pour avoir travaillé avec une autre société avant, et effectivement, on avait justement cette possibilité d'analyse de course, de marche, mais elle se faisait sur tapis et c'était essentiellement un capteur au niveau du bassin. Moi, il y avait ce côté justement de ne pas avoir les semelles et pas avoir les implémentaires qui me manquaient. Et donc, effectivement, dès que le produit est apparu sur le marché, effectivement, on l'a proposé tout de suite. Avec le grand du plaisir. Oui, puis je vois la différence qu'on peut mettre entre gadget et innovation. Et c'est vrai que c'est dans le monde du médical et aujourd'hui avec les applications, c'est vrai qu'on peut facilement tomber dans le gadget et pas forcément l'innovation. Fabrice, comment toi, t'as presque le logo sur les fesses Digitsol, mais... Oh, même pas. Non, moi, ça a été un peu le fruit du hasard. C'était une rencontre avec une patiente où sa nièce faisait un stage chez Digitsol et elle m'a proposé, en fait, sa nièce m'a proposé de faire
faire un essai. À l'époque, c'était Podosmart, parce que ça remonte maintenant à 3 ans, parce qu'il cherchait des testeurs chez les podologues pour faire des retours. Et donc, du coup, en fait, moi, j'étais intéressé parce que ça faisait déjà un moment que je cherchais en fait à faire des acquisitions dans les chaussures. Donc, j'avais regardé les différents dispositifs qui existaient sur le marché. Souvent, c'était des dispositifs qui étaient quand même relativement onéreux, avec des boîtiers externes. Et je trouvais que le fait d'avoir un boîtier externe avait tendance à changer un petit peu la manière de marcher et du coup, était pas top. Et puis, surtout sur les semelles qui étaient proposées, il y avait une usure qui était quand même assez rapide. Et du coup, c'est vrai que les premières fois où j'ai testé la solution, en fait, je me suis dit que c'était ça que je cherchais depuis longtemps. Et du coup, j'ai vite fait des retours pour essayer qu'elle s'améliore de plus en plus. Qu'au début, il y avait vraiment que la marche et il y avait, je crois, un petit peu moins de 15 paramètres sur la marche. Et puis, quelques mois après, il y a eu l'apparition de la course juste avant le Covid. Et puis maintenant, depuis 1 mois et demi, il y a aussi l'analyse des sauts et la vidéo. Donc, puis il y a la nouvelle solution qui a pris la suite de Podosmart. Donc, c'est vrai que voilà, c'était quelque chose que je recherchais. Ça a été l'opportunité. Et c'était vraiment, j'ai eu plaisir à tester et à travailler au début. Et puis après, c'est quelque chose où c'est pour ça que je suis rentré ici dans la société. C'est un produit, moi, je suis fan et j'y crois à fond, quoi. Tu mets le slide suivant, s'il te plaît. Ouais. Ah, ça va un peu vite. Ok, comment travaillez-vous aujourd'hui avec les semelles connectées? Ouais, je peux commencer. Là, tu peux commencer. C'est assez rapide parce que en fait, ça m'a pas pris plus de temps pendant mon examen. En fait, la partie dynamique, en fait, je l'ai remplacée par l'analyse avec Digitsol. Pour la marche classique, je sais que ce soit enfant ou adulte. Et la partie course, j'ai encore plus simplifié les choses parce qu'aujourd'hui, avant, j'accompagnais les coureurs pour aller les filmer en extérieur. Du coup, aujourd'hui, en fait, je les laisse aller courir dehors pendant 10 minutes avec un process toujours le même, protocole toujours identique. Et du coup, pendant ce temps-là, je fais autre chose. Pendant les 10 minutes où ils sont dehors, je fais autre chose dans mon cabinet. Et du coup, ils reviennent, je récupère les données et ça me donne des données vraiment qui sont fiables, qui me permettent aussi, je l'ai eu avant-hier, de valider aussi les chaussures, parce que ça, c'est intéressant. Puisqu'on fait des analyses chaussées, souvent les analyses sur les plateformes de pression, moi, que je faisais auparavant, étaient des analyses pieds nus. Et ce que j'ai à tous mes patients aujourd'hui, il n'y a personne qui marche pieds nus. Enfin, en tout cas, il y en a très, très peu. Et du coup, c'est là où c'est intéressant. C'est facile à utiliser, c'est rapide. Et moi, ça n'a pas été du tout quelque chose qui a été chronophage. Au contraire, j'ai gardé le même temps d'examen et même sur la course, en fait, je l'ai diminué parce que avant, comme j'allais courir avec eux pour les accompagner, ça me prenait encore plus de temps. Et aujourd'hui, j'ai réduit cette durée. D'accord. Avant de passer la main à Jérôme, donc c'est juste pour vous parler un petit peu du slide. Donc en gros, l'utilisation de notre solution Digital Pro, c'est relativement simple. On met les pods dans les semelles dans les chaussures. Avec un smartphone, on lance l'acquisition. Le patient ne part pas avec le téléphone. C'est nous, on lance l'acquisition. Le patient, soit par marcher, il fait un aller-retour, soit il part courir. Quand il revient, on arrête l'acquisition et automatiquement, les données sont remontées sur le téléphone et aussi automatiquement, elles sont remontées sur l'interface web. Donc, vous avez un accès qui peut être aussi, si vous allez dans des consultations à domicile ou dans d'autres centres, vous avez facilement cet accès-là. Donc, ça, c'était pour refaire un aparté. Et le dernier aparté que je voulais proposer, c'était aussi vous rappeler que grâce à la présentation au travail d'élite médicale et aussi de Jérôme, et je vois aussi qu'il y a Mathieu de la Rosière qui est parmi nous, grâce à toutes les interventions qui ont eu lieu pendant le Rééducal, salon des masseurs-kinésithérapeutes la semaine dernière, Digitsol a gagné le prix d'innovation chez les masseurs-kinésithérapeutes la semaine dernière. Donc ça, c'est aussi une belle réussite. Jérôme, comment tu travailles aujourd'hui avec les semelles connectées dans ta pratique? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a eu des freins? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Comment ça s'est passé? Alors moi, rarement j'ai eu un outil qui a été aussi facile à utiliser. Là, déjà, c'est la première chose, parce que la mise en route, moi, l'explication, quand j'ai acheté le matériel, ça a été quelque chose qui a été très bien fait. Derrière, effectivement, je rejoins Fabrice, c'est-à-dire que alors moi, la différence, je n'allais pas courir avec eux parce que j'ai plus de genoux, hein, donc ça fait longtemps que je ne cours plus. Mais donc, effectivement, c'était le problème. Mais justement, moi, c'est pareil, hein, je leur installe les semelles, ils partent courir. Alors, normalement, ils partent sur une course de 15 minutes, mais comme ils se perdent régulièrement
par rapport au process que je leur explique, ils ratent le rond-point, donc certains reviennent que 30 minutes après. Mais comme ça, on a une acquisition qui est encore mieux. Et donc ça, mais effectivement, ils partent, ils reviennent, on reprend les données, on les analyse tout de suite. Derrière, on peut faire de la prescription d'exercice ou de la correction, donc effectivement en fonction des résultats. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, moi, ça ne me change pas du tout ma pratique parce qu'effectivement, ils vont courir. Mais surtout, moi, ce que je vois aussi, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, sur l'analyse de la marche, moi, je vois beaucoup de genoux en particulier, beaucoup de croisés. Et que sur, même pas, justement, c'est intéressant, c'est la phase de l'analyse de la marche, justement, au premier mois, au préopératoire, par exemple, pour justement bien identifier les boiteries, bien identifier les décalages d'appui, les problèmes de restriction de mobilité de cheville. Ça, c'est important. Donc, à 1 mois post-opératoire, pareil, à 3 mois avant de valider la reprise de course, par exemple, ou 2 mois et demi, suivant les équipes, ça permet justement de voir des boiteries qui peuvent être aussi des boiteries d'appréhension d'origine un peu psychologique ou psychosomatique. Donc ça, c'est important aussi. Derrière, toujours avec le même outil, maintenant, on va pouvoir en plus faire les sauts. Donc ça, c'est top parce qu'on a tout sur la même appli, sur le même outil. Et c'est une autre application sur laquelle, moi, c'est important, c'est sur la cheville. En particulier, c'est sur tout ce qui est entorse de cheville chronique, récidivante, avec, c'est aussi toutes les dernières études qui vont dans ce sens-là, c'est effectivement des problèmes de déroulé du pas, des problèmes de présentation d'attaque et de propulsion, et ou des faiblesses de structure latérale, et qui font que par l'analyse de la marche, on a justement ces indicateurs qui sont directement identifiables, et ça, c'est top. Merci Jérôme. Et en plus, je crois que tu viens de faire le résumé du prochain slide. Ouais, pas celui-ci, mais donc en gros, notre solution permet d'analyser, recommander et faire le suivi de surveillance. Mais sur le prochain slide, on voit sur quel type de pathologie de mémoire. Voilà. Et donc, vous utilisez Digital Pro et je crois que Jérôme, tu viens de faire le résumé sur la rééducation à la faute de la marche après une ligamentoplastie. Le retour au sport que tu as marqué au bout du 2e ou 3e mois par rapport à la course, retourner courir. Il y avait Fabrice qui avait évoqué tout à l'heure l'analyse de la course et la validation du matériel, mais je crois que Jérôme, toi aussi, dans ton travail de kiné, c'est important et tu l'utilises aussi. Sur les chaussures en particulier, c'est très important. Justement, voir quel est le meilleur, surtout en plus quand on s'intéresse un peu à la chaussure, et puis le monde de la chaussure, il est aussi très techno, hein. Donc, mais très techno et très commercial aussi. Et justement, il faut pouvoir accompagner les gens en disant attends, c'est pas la peine d'aller acheter une chaussure à 300 €, elle va te servir à rien, ou au contraire, elle va t'handicaper, ou au contraire, elle va te pénaliser. Et ça, et l'avantage, c'est qu'on a la visualisation tout de suite des modifications. Donc ça, c'est top, quoi. L'entorse, la performance, on en a un petit peu parlé, mais là, maintenant que je vois tout ce slide et ce que tu viens de dire, Jérôme, au niveau de la validation du matériel, est-ce que tu peux me donner plus d'indications par rapport au protocole que tu utilises? Parce que tout à l'heure, on a évoqué dans votre pratique, mais en gros, tous les patients passent à la moulinette. Est-ce que tu vas sélectionner des patients plus spécifiques par rapport à leur pathologie, par rapport à là où ils en sont? Comment tu procèdes? Et après, j'aimerais bien que tu reviennes sur le protocole de la validation du matériel ou la validation des chaussures, s'il te plaît. Moi, de toute façon, maintenant, avec cet outil, quelque part, tout le monde y passe, hein. Donc, à partir du moment où il se déplace et qu'il y a une évaluation et une perturbation possible de la marche et de la course, ils y passent tous. Limite, bon, après, même justement du fait qu'on puisse faire la mesure soit sur la marche, soit sur les sauts, soit sur la course, effectivement, on n'est plus obligé d'attendre qu'ils aillent bien pour pouvoir ne faire, par exemple, que les tests de saut. Donc, on peut bien plus précocement aller travailler sur des éducations thérapeutiques, sur de la rééducation, sur l'adaptation de gestes. Ça, c'est la première chose. Effectivement, conseiller sur le matériel, oui, parce que ça va nous permettre de donner des conseils sur la stabilisation, sur le déroulé du pas, sur la propulsion, et directement lié à la chaussure. Et puis après, effectivement, lié aussi donc à la marche, à la récupération des appuis, à la propulsion. Et ça, c'est hyper facile à mettre en œuvre. Et ça, en plus, de par la facilité des résultats qui sont très graphiques, en même temps du chiffrage, et bien, effectivement, et de l'interprétation qui est faite aussi derrière, là, les patients, ils captent tout de suite et c'est idéal, quoi. Ouais, par capter, on voit aussi la motivation des patients, l'engagement des patients par rapport au protocole de soins. Tout à fait. Fabrice, Ça, c'est marrant. Ouais.
Fabrice, je crois que là, c'était un slide plus kiné, ma soeur kinésithérapeute. Ouais. Ah ben non. Ouais, ok. C'était ça. On reviendra après dessus au pire. Ça va vite. Moi, je le disais au début, en fait, aujourd'hui, tous les patients pour la podologie, moi, ils passent avec les semaines connectées aujourd'hui. Il n'y en a pas qui ne passent pas, que ce soit de l'enfant, que ce soit de l'adulte, ça permet d'objectiver toutes les déformations qu'on a l'habitude de voir, le valgus et le varus, mais surtout les objectiver de manière dynamique. Sur le sportif, je fais aussi bien une analyse de marche et après de la course. Suivant ce que je peux trouver sur les deux analyses, des fois, je vais les faire passer aussi sur les sauts, notamment pour voir s'il y a des instabilités de cheville et leur redonner des conseils. Sur les troubles de la marche, moi, ça m'arrive aussi d'avoir de la personne âgée, on en a parlé en EHPAD, mais aussi en cabinet, pour essayer de leur donner un petit peu plus de dynamique. Non seulement il y a effectivement la possibilité de faire des semaines, mais derrière, surtout de les conseiller sur des petits exercices qu'ils peuvent faire à la maison. Notamment, il y a eu une publication qui a été faite par l'Ordre national des podos qui disait qu'ils essayaient justement les podos soient beaucoup plus actifs avec les personnes âgées pour évaluer les risques de chute. Et du coup, c'est vrai que grâce à cet outil, on arrive à l'évaluer assez facilement et en tout cas à tirer la sonnette d'alarme avant qu'il soit trop tard, avant qu'il y ait eu des chutes. Donc, c'est là où c'est intéressant. Après, je parlais de myoaponeurosis parce que c'est une pathologie qu'on rencontre fréquemment avec les tendinites d'Achille et qui permettent aussi d'objectiver la douleur du patient par rapport à tous les appuis. Et puis, je vous disais, une de mes nouvelles choses que j'ai envie de mettre en place, c'est justement et j'ai commencé, c'est d'aller travailler sur le terrain. C'est ça qui est intéressant, c'est de ne pas travailler sur le cabinet, c'est de se déplacer, puisqu'on a une solution qui est quand même assez facilement transportable. Et du coup, de pouvoir évaluer en conditions réelles, avec l'équipement qu'ils ont, les athlètes sur le terrain. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça semble toujours logique quand on le dit, mais imaginez un footeux, si vous faites une analyse d'un footeux dans un cabinet sur un tapis de course, c'est peut-être totalement différent que de le faire dans des crampons et parce qu'il va courir sur un synthétique ou sur un gazon. Donc voilà, et puis Jérôme en parlait aussi, ça m'a permis je continue à valider le matériel, c'est-à-dire que comme les patients ils courent avec leurs chaussures, forcément que ça permet de valider si les chaussures elles correspondent à la manière de courir du patient. Ça m'arrivait aussi de faire des analyses comparatives entre les différentes chaussures que pouvait porter un patient pour essayer de lui faire comprendre quel est le type de chaussure qui lui correspondait le plus. Donc, il y a tout ça qui est vraiment intéressant, qui permet d'être mis en avant et de travailler facilement. Et puis, après, il y a ce côté d'engager le patient dans son traitement, que ce soit, je pense, pour Jérôme dans la rééducation ou pour nous sur les semelles, de comprendre pourquoi on lui propose ce traitement-là, et qu'il comprenne sa pathologie, qu'il comprenne où il en est dans son traitement et ce qu'on va chercher à faire. Ouais, après, du coup, de pouvoir suivre après l'évolution des choses au fur et à mesure du temps. Oui, parce qu'on a souvent parlé avec Fabrice justement du trigger point des podologues, c'est-à-dire qu'ils mettent en place des semelles, un protocole de soins grâce à des semelles, et que le fait que le patient soit engagé sur la compréhension de l'utilisation des semelles lui permettra, de les utiliser et de revenir 1 an plus tard ou 2 ans plus tard pour refaire faire des semelles. Donc, ça fait partie aussi des outils de communication qui sont mis en place. Après, l'exemple le plus facile, c'est sur l'enfant, où on sait qu'aujourd'hui, normalement, il y a 70 à 80% des valgus qui se corrigent automatiquement. Donc, le podologue, normalement, est là pour surveiller le valgus et corriger en cas de douleur. Et le plus embêtant, en fait, pour traiter les enfants, en fait, c'est les parents. Ce n'est pas l'enfant lui-même, parce que l'enfant, il se plaint rarement. Mais c'est plutôt les parents qui sont inquiets, justement, de la marche que peuvent avoir leurs enfants. Et du coup, l'outil permet soit en les filmant et leur remontrer ce qui se passait auparavant, mais en tout cas de suivre l'évolution de la déformation, que ce soit au niveau de la rotation de l'angle de Fick ou que ce soit au niveau du valgus, et du coup de pouvoir, au fur et à mesure du temps, montrer qu'il y a une évolution positive. Et puis, s'il y a besoin d'appareil en cas de douleur, on peut le faire derrière. Donc, c'est là aussi où il y a un intérêt de communication. Est-ce que tu peux revenir sur les 2 précédents slides on va redonner la parole à Jérôme, c'est sur les études. Donc, celui d'avant-ci, voilà, les 89-10, les 89%, c'est par rapport au triple saut de mémoire. Au triple hop, exactement. Ouais. Au triple hop. Donc, c'est des études où Jérôme, américaine à gauche, je peux le faire. Donc, à gauche de l'écran, mais 89%, c'est que 89% des praticiens spécialisés dans le sport utilisent le triple hop comme test pour les sportifs de haut niveau, de très bon niveau,
pour la reprise du sport. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est justement la symétrie entre le triple hop côté gauche et côté droit. Si la symétrie est comprise entre 8-10% et ou supérieure à 10%, il y a un risque de blessure, de récidive. Et ça, on a mis les études, c'est pas Digitsol qui le dit, c'est pas Fabrice, c'est pas Romain, c'est pas Jérôme, c'est vraiment des études qui sont publiées, qui sont publiées, et les 8 à 10% fait quand même référence au niveau de la symétrie. Ouais, après, on le retrouve même, je pense que Jérôme, je ne sais pas si tu étais d'accord avec moi, les 10%, j'en avais discuté, même sur les temps de contact à la course ou des choses comme ça, il y en a beaucoup qui travaillent aussi dessus et qui considèrent que quand il y a un écart supérieur à 10% entre les deux côtés, ça peut être problématique et du coup, il faut se poser des questions. Ouais, surtout qu'en plus, alors je vais rebondir un peu là-dessus parce que c'est vraiment sur les croisés en particulier depuis 5 à 10 ans, grâce à des physios français en plus, très pointus et justement qui développent dans le sens de l'expertise des gens comme Alexandre Rambaud, Florian Forelli et tout ça, des gens qui sont vraiment pointus, qui utilisent le triple hop est réellement intéressant. Ça rentre dans la batterie de test de la batterie de test LSI. Effectivement, 10% est la marge de différence maximale qu'on accepte. Maintenant, justement, la seule restriction qu'on peut avoir par rapport à ces tests, c'est effectivement la qualité du mouvement, parce qu'effectivement, on fait une mesure métrique, mais elle est à corréler aussi avec l'analyse visuelle, et c'est pour ça que ça c'est important, parce qu'on voit des caractéristiques élastiques d'amortissement et de propulsion, parce que sur une valeur idéale d'écart, on aura toujours le même déficit, mais par contre la qualité de réception, de propulsion, d'amortissement, elle n'est pas exprimée justement par le LSI ou par le triple hop, et c'est pour ça que c'est super intéressant de pouvoir coupler aussi la vidéo maintenant. Et parce que ça va nous voir, effectivement, ça va nous donner justement ce contrôle sur le pattern moteur et sur le contrôle moteur de la réalisation de ces mouvements-là. Et c'est pour ça que justement le fait de pouvoir coupler les deux, ça va encore un peu plus dans le sens de la qualité et aussi par rapport à la simplicité, parce que ça permet d'une part d'avoir les semelles qui nous donnent les valeurs chiffrées, mais aussi de pouvoir regarder la vidéo derrière et de faire la corrélation. Et que ce soit ça ou que ce soit aussi un autre test, alors moi que j'aime beaucoup et qui est maintenant présent, c'est encore mieux, parce qu'on parle effectivement du triple hop, mais pour moi un test qui est hyper important, c'est le side hop test, c'est les sauts latéraux, qui traduisent encore un peu plus bien sûr des capacités athlétiques de saut et de réception de saut, mais qui caractérise aussi déjà un important niveau psychologique de l'engagement, de l'appréhension, de ces sauts latéraux. Et là encore, en fonction de l'analyse chiffrée du nombre de sauts, en plus qui est corrélé et validé, associé à l'analyse visuelle ou vidéo, permet effectivement d'être encore plus pointu sur l'analyse et donc de pouvoir justement avoir d'une manière simple un recueil d'informations le plus précis possible. Ça, c'est les bons points. Je vais juste pour tout le monde, donc au niveau de la marche, on a environ 20-25 paramètres. Au niveau de la course, on a une quinzaine de paramètres. Et au niveau des sauts, on a 10 paramètres. Donc, on a à la fois la symétrie de longueur ou du nombre de sauts, comme vient de l'évoquer Jérôme. On a aussi le CMJ qui permet d'évaluer la détente sèche, soit aidé avec les bras, soit sans les bras. Donc, et à côté, associé à ces paramètres principaux, on a aussi 9-10 autres paramètres qui permettent d'évaluer la stabilité ou la qualité en fait la propulsion. Sur le slide suivant, on va voir que grâce à cet outil-là et grâce à cette approche-là, on amène le protocole de soins dans la limitation du risque de récidive. Parce que, comme vous le savez, donc pour tout ce qui est ligament croisé, il y a des risques de récidive latérale ou ipsilatérale ou ipsilatérale ou contralatérale de 20%. Donc ça, c'est des études qui le disent aussi. Et pour tout ce qui est entorse de la cheville, on est aux alentours de 60-70% en fonction des différentes études qui sont vues. Donc l'avantage d'avoir cette asymétrie de 10%, 8-10%, et c'est de travailler un peu différemment, de quantifier, de qualifier en fait le protocole de soins. Excuse-moi, vas-y Fabrice. Non, merci. C'était aussi de dire, en fait, quand on disait d'engager le patient, c'est de dire qu'à un moment ou à un autre, le patient, souvent, ils ont tendance à arrêter. Et Romain en est le premier exemple. À partir du moment où on n'a plus de douleur, en fait, on a tendance à sortir de son protocole de soins, à dire j'ai plus besoin d'aller voir le kiné parce que j'ai plus mal.
Et ça ne veut pas dire forcément en fait, qu'on a fini notre protocole de soins. Et l'avantage d'avoir des mesures, en fait, c'est de savoir à quel moment le protocole de soins est terminé. La douleur en fait partie, mais il y a d'autres mesures objectives qui permettent. Et le but, c'est ça, c'est de se dire qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de la population, 60% de taux de récidive d'une entorse, ça ne veut pas dire que ça a été mal soigné, mais que peut-être sur certains cas, ça aurait pu être mieux fait parce que le patient n'a peut-être pas forcément fini à 100% sa rééducation. Et du coup, le but, je pense, pour chaque praticien, c'est d'essayer qu'une fois que le patient est sorti de sa rééducation, qu'il ne revienne pas avec la même pathologie. Ouais, si on passe de 60 à 55, c'est tant mieux. L'objectif de ce qu'on dit, c'est pas passer de 60 à 0%. Non, c'est impossible. Mais c'est pas ça c'est pas le message qu'on veut faire passer. Mais c'est en tout cas d'essayer d'avoir une direction de qualité de soins qui est différente. Jérôme? Ouais, surtout que non, dans un monde de bisounours, on pourrait essayer de ramener ça à 0%. Mais ça ne nous mettrait pas au chômage pour autant, parce qu'effectivement, on pourrait faire de la prévention et du bilan pour voir la prévention des risques, pour voir justement les profils à risque, pour voir justement et pouvoir donner des conseils d'éducation thérapeutique et d'éducation physique. Et justement, c'est ça qui est intéressant, parce que sur les chevilles, déjà, ça permet de voir effectivement... en particulier sur les chevilles, bon, les genoux, on en parle régulièrement et c'est récurrent, mais sur les chevilles aussi, il y a un énorme travail à faire justement sur donc le déroulé du pas et effectivement les mécanismes d'entorse, si c'est des arrière-pieds, si c'est des avant-pieds. Et là encore, le fait d'avoir les angulations de tout le cycle de marche ou donc de le faire précocement et après de course et après de saut, ça va nous permettre effectivement de ne pas arriver à cette... Alors, il y a les 60% sur les chevilles, mais surtout, il y a un autre chiffre qui fait que on a 45% d'instabilité chronique de cheville qui vont s'installer après une première entorse de cheville. Et donc ça, effectivement, tu viens de l'évoquer, Fabrice, si on n'arrive pas à remettre les gens, hormis la douleur, et les gens très souvent banalisent ces entorses de cheville, parce qu'effectivement, dès qu'ils ont plus mal, ils laissent tomber. Mais là, effectivement, on ne leur a pas montré par A plus B qu'ils ne sont pas aptes, et justement ces paramètres de récupérer via les semelles permettent de le visualiser et d'expliquer aussi aux patients de dire attention, vous reprenez trop tôt ou vous mettez en danger. Merci Jérôme, merci Fabrice. Là j'ai évoqué tout à l'heure, il y avait 50 paramètres. Quels sont tes paramètres, Jérôme, préférés dans la solution? Moi je les vois, je les connais, mais peut-être plus rentrer en détail dans les 3 paramètres, les 4 paramètres qu'on peut voir, les 5 paramètres qu'on peut voir. Moi, plus on m'en donne, mieux c'est. Hein. Donc, voilà, parce qu'effectivement, justement, c'est quelque chose qui est très visuel, qui est très graphique. Et donc, effectivement, les différents angles de propulsion sur tout ce que, quelque part, moi, mes 3 préférés, si je dois faire les 3, c'est l'index de symétrie. L'index de symétrie qu'on voit en haut à gauche de l'écran, qui est en fait un résumé du triple hop, qui permet de voir en haut à gauche donc la symétrie. On voit la distance totale entre les 3 sauts du pied droit et les 3 sauts du pied gauche. Et donc la symétrie 4,17, 4,03 permet de dire qu'il y a une symétrie de 87%, donc une asymétrie de 3%, on va dire. Et vous avez dans la partie du dessous le résumé des sauts. Parce que j'aime bien juste ce qu'on peut voir surtout, c'est comme c'est Romain qui a sauté, on voit qu'en fait il ne va pas très très loin. Donc on peut aussi mesurer la performance et dire qu'il n'est pas du tout performant. Quoi. 4 mètres, moi mes handballeuses, elles sautent à plus de 12 mètres quand même. Donc voilà, je ne voudrais pas balancer. Hein, mais il faudrait que j'essaye, moi, avec mes petits genoux, je ne suis même pas sûr de faire 4 mètres. Mais ouais. Non, ce qui est important, c'est que... Dorine, ça. Ouais, avec les talons. Je l'attendais, celle-là. Non, ce qui est important, c'est justement le niveau de lecture. C'est-à-dire que ce qu'il y a de bien dans les diagrammes proposés, c'est qu'effectivement, moi, je vais regarder que ce soit sur les sauts, donc la distance totale, ou que ce soit sur la marche ou sur la course, c'est-à-dire la longueur du pas, entre les phases en plus les phases d'oscillation et les phases d'appui au sol. Donc ça permet de dire, tu as une esquive, tu as une boiterie, tu as tout ce qu'on veut. L'index de symétrie. Et puis après, donc ça permet d'expliquer ça aux patients. Et puis après, effectivement, en fonction de l'altération, en fonction de la pathologie ou de la perturbation, ça va nous permettre justement de rentrer effectivement dans les valeurs et donc d'aller regarder soit les angles de déroulé de la cheville
comme on peut le voir sur la dia à droite, Ouais. ou par exemple sur l'angle de progression du pas, sur tout ce qui est steppage et fauchage, sur justement les ouvertures du pied. Et ça nous renseigne. En plus, c'est intéressant parce que moi, c'est quelque chose que j'apprenais pas et que justement en collaborant avec les podologues, ça nous a permis de travailler dessus parce qu'effectivement, il y a le pas latéral, enfin la distance parcourue latéralement par le pied lors de la marche, mais il y a aussi l'inclinaison et l'ouverture du pied, l'angle de fixe. Et ça va nous renseigner sur justement des problèmes de cheville, des problèmes de genoux, mais aussi des problèmes de hanche. Et on manque un peu de paramètres justement par rapport à ça. Et ça, c'est un paramètre que c'est en travaillant avec les podos et que je l'ai appris. Et ça nous permet justement d'aller derrière dans nos stratégies thérapeutiques, de dire, voilà, il va falloir qu'on bosse musculairement, mais il va falloir qu'on bosse plus les fléchisseurs, plus les extenseurs, ou toutes les structures latérales, ou alors aller bosser le gainage au niveau du dos, quoi. Donc, effectivement, on peut partir d'une approche très simple sur les grands chiffres, et après aller détailler sur les chiffres à l'intérieur. Après, moi, on ne va pas demander mon avis, mais si tu peux revenir sur le slide d'avant. Moi, ce que j'apprécie dans la solution, c'est la hauteur minimum du pied. Donc, les 1,9 cm et les 2 cm. La hauteur minimum du pied, qui est une mesure que je trouve assez intéressante, surtout pour évaluer le risque de trébucher dans le cadre de la marche, particulièrement par rapport aux personnes âgées. Donc, c'est tu parles pour ça, là, en fait. Donc, la hauteur minimum du pied, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais, mais ça qui est directement corrélé avec le chaussage en plus. Hein. Ouais, exactement. Ça, c'est important. Exactement. Parce que tout dépend de l'épaisseur de la semelle, de l'épaisseur de la chaussure, et effectivement d'aller pouvoir lever les pieds ou pas les pieds, quoi. Exactement. Après sur moi je reste assez basique au niveau de la podo, donc c'est vrai que je regarde beaucoup les angles de déformation. Ouais, tu le savais ça. Je t'apprends rien. Donc, je regarde beaucoup les angles de déformation en dynamique du pied, en pronosupination, valgus ou varus, et la stabilité de la marche qu'on mesure avec l'écart des deux droites, comme on peut voir sur le dessin de gauche, les deux droites grises nous montrent la variabilité du pas et donc la stabilité de la marche, qui peut dans un sens mettre en avant éventuellement des risques d'entorse quand on a un écart qui est trop important, ou au contraire, comme c'est le cas sur ces tracés-là, où les trois droites sont sur les mêmes, avec une crispation à la marche musculaire, donc qui peut aussi provoquer des instabilités. Juste pour résumer, tu parles, tu as l'impression que tout le monde connaît, mais les gens ne connaissent pas forcément. Le graphique de gauche se lit de bas en haut. Ça va de la pose du talon, du pied à plat, décollage du talon, décollage des orteils. La partie gauche, c'est pour le pied gauche. La partie droite, c'est pour le pied droit. La partie verte que l'on voit, c'est le corridor physiologique par rapport à l'ensemble des acquisitions qui ont été faites par Digitsol. Où est-ce qu'on devrait se situer? À gauche, à droite, et vous voyez trois lignes noires dont vient de parler Fabrice, trois lignes noires, dont une avec des points, c'est la moyenne, et les deux qui sont grises, c'est ce qu'on appelle l'écart type. Donc plus c'est écarté, moins c'est stable, on va dire, et plus c'est resserré, plus c'est rigide, plus c'est stable. Ouais, donc je regarde bien ça, et puis ça permet vraiment d'avoir une vision globale du patient. Et puis après, il y a deux choses, moi, sur la course que j'adore, c'est parce que souvent les patients, ils ont tous tendance à dire aujourd'hui, avec la mode du minimalisme, qu'ils ont tendance à attaquer avant-pied. Et du coup, c'est avoir une certitude sur la manière d'attaquer, parce que ça va permettre de valider ou de ne pas valider les chaussures qui sont utilisées. Et en dessous, on va avoir, et puis même par rapport aux éléments qu'on peut mettre sur une semelle, si le patient il va attaquer avant-pied, on va pas forcément mettre des éléments au niveau du talon parce qu'il n'y a pas forcément d'utilité. Et puis en dessous, on a la force d'impact globale qui permet, en divisant par 10, puisqu'on sait que 9,81 Newton est égal à 1 kg, et par le poids du coureur, de savoir que la norme, il faut que la force d'attaque soit comprise entre 2 à 4 fois le poids du coureur. Donc ça permet aussi de valider l'amorti de la chaussure et de se dire est-ce que la chaussure est suffisamment amortissante par rapport au poids du patient ou par rapport à la manière dont on va courir. Et puis en dessous, on a le détail en fait de la courbe et de pouvoir comparer certains points. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez, comme on utilise tous peut-être des protocoles différents. Moi, je fais accélérer mes patients. Et du coup, ça permet de voir sur les accélérations ce qui se passe et de comprendre la variation des données par rapport à ça. On a des patients qui se blessent souvent quand ils ont tendance à courir un peu plus vite. Et du coup, ça permet de comprendre ça. Et puis, on peut même suivre, ça c'est une course qui a été faite sur du très long terme, on peut même suivre l'impact de la fatigue sur la course. Donc, c'est ça qui
qui est hyper intéressant parce que les analyses peuvent aller jusqu'à plus d'une heure. Donc après, il suffit juste de s'organiser, mais c'est des choses qui sont faisables et de comprendre ce qui peut se passer sur du long terme. Donc, et puis c'est surtout de pouvoir montrer les données à tous mes patients. Le graphique de gauche, c'est en l'expliquant vraiment 30 secondes, il est facilement compréhensible de tout le monde et ils comprennent vite ce qu'on va chercher à faire après au niveau des appareillages ou même par rapport à des petits exercices musculaires qu'on peut donner aussi derrière. Je crois que c'était le point d'interrogation pour savoir s'il y en a qui ont des questions. Vous pouvez les marquer sur le côté droit où il y a marqué questions. Je crois que Romain a mis questions au chat. Vous pouvez marquer si vous avez des questions à poser soit à Jérôme, soit à moi, soit même à Romain. Et du coup, je vais continuer juste pour vous laisser les adresses de contact s'il y a besoin. Donc, le groupe Élite Médical qui est basé sur Amiens, qui est aujourd'hui représenté par Dorine. Je pense que j'espère. Donc, le groupe Élite, l'avantage qu'on apprécie normalement chez Élite, c'est leur compétence professionnelle déjà. Jérôme, c'est gratuit ce que je dis, dans le sens où Jérôme l'a évoqué tout à l'heure, en tant que professionnel de la santé, nous, on l'évoque plus d'un côté fournisseur, fabricant. C'est des gens qui sont compétents, qui sont proches de leurs clients, des professionnels de santé, et qui ont un niveau d'exigence et aussi de connaissance qui est très élevé et d'implication dans leur métier. Donc ça, c'est vraiment agréable de travailler avec des partenaires tels que de Élite Médicale, sur le marché des kinésithérapeutes. Et après, si vous avez des questions sur la solution, parce qu'en fait, Élite ne connaît pas du tout la solution, donc si vous avez des questions, vous avez les coordonnées de Fabrice Millet en dessous Non, mais si vous avez des questions sur l'interprétation, sur les paramètres, que ce soit Élite, que ce soit Dorine, que ce soit nous, on est toujours présents. On organise un webinaire qui est récurrent le premier jeudi de tous les mois pour tous ceux qui ont acheté la solution, pour tous ceux qui souhaitent acheter la solution, afin d'échanger sur l'ensemble des paramètres. On l'a évoqué, il y a 50 paramètres et sur cette formation-là, on rentre plus en détail paramètre par paramètre. Donc, c'est une formation qui est gratuite et qui a lieu tous les premiers jeudis de tous les mois. Et encore une fois, donc le réseau de Dorine, l'Élite Médicale et nous, on est quand même hyper présents sur le territoire national. Jérôme, un grand merci pour tes explications et le partage de ta passion déjà dans le côté geek et sportif, et puis aussi ton partage de connaissances sur les semelles connectées Digital. Dorine, merci encore de ta présence aussi. Merci. Fabrice, que dire de toi? Non, mais merci, c'était presque j'ai bien apprécié l'échange qu'on a eu. C'est très intéressant. Ouais, merci à tout le monde. Merci à tous. Puis, au prochain. De toute façon, le prochain, je crois que c'est le début novembre pour le webinaire. Voilà. Et puis à bientôt. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Voilà. Merci à tous. Il n'y a pas de questions. Bonne soirée, bon apéro à ceux qui vont prendre l'apéro. Et puis à une prochaine fois. À une prochaine, merci. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Merci Jérôme.